Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux alors même que le contexte politique n'incite peut-être pas à sortir, mais au contraire je pense que c'est l'occasion de voir comment dans des situations compliquées le peuple a su se réveiller et bouter les Allemands hors de Saint-Maur. Donc en août 1944, Saint-Maur est occupé par les Allemands depuis plus de 4 ans. Pour les habitants, 3 attitudes ont été possibles durant cette période: collaborer avec l'occupant, vivre ou survivre dans la dignité, résister et préparer la libération. Après le 6 juin 1944, l'espoir d'être enfin libre est une réalité concrète qu'il convient de préparer activement. En août 1944, la présence allemande à Saint-Maur est relativement modeste. Dans ses souvenirs, Jean-Pierre Brunet ne se souvient pas d'avoir croisé un soldat, par exemple. La commandanture de la région de Paris-Est se trouve à Nogent et une antenne est installée au 9 avenue des Arts. Elle occupe l'institution pour jeunes filles, comme on disait à l'époque, retardées. D'après Georges Sauter, c'est en réalité le siège de la Gestapo, tenu par des repris de justice français. La commandanture règle toutes les affaires civiles de la population, comme par exemple les autorisations de se déplacer en dehors des heures de couvre-feu si l'on est médecin, ou encore les papiers des prisonniers libérés. Le colonel allemand Koch est le responsable de la ville. Il habite près du pont de Chenevière. Des soldats gardent les points stratégiques, c'est-à-dire les ponts, les gares, les passages à niveau, le port de Bonneuil. Ils réquisitionnent les grandes maisons de centre-ville pour y installer hommes et services. Autrement, les hommes habitent chez l'habitant, en particulier autour de la gare du Parc, qui est à la fois proche de la mairie, ou également boulevard de Créteil. Les soldats occupent aussi les ateliers Comène au 21 avenue Carnot, qui sont des ateliers de réparation automobile, qui doivent évidemment travailler pour les vainqueurs, comme les usines Gourdou-Le-Seur ou du Tourlot avenue Joffre. Tous les jours, ces Allemands passent en chantant derrière la mairie pour se rendre au bain-douche de l'avenue Diderot. Les Allemands sont peu nombreux, mais ils sont évidemment en pays conquis. Ils achètent ce qu'ils veulent dans les boutiques de la ville, en profitant d'un taux de change qui leur est particulièrement favorable. Pour mieux contrôler la population, les autorités allemandes comptent sur la Gestapo, avec à sa tête Jurasek, qui occupe au 101 boulevard de Créteil la villa Bel Ombrage, qui a aujourd'hui disparu. Vous l'avez ici sur une vue aérienne de l'IGN d'avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est à l'angle, juste en face de l'institution Jeanne d'Arc aujourd'hui. Des fêtes particulièrement bruyantes s'y déroulent toutes les semaines et le champagne coule à flot. Jurasek utilise les services de Malfrat, qui occupe un pavillon avenue du Nord, mais qu'on voit aussi à la commandanture. Il dispose de beaucoup d'argent afin d'acheter des renseignements ou les consciences. Les difficultés matérielles, l'appât du gain, le manque de patriotisme, la haine des Juifs entraînent parfois nos compatriotes à collaborer. Tous les degrés sont possibles dans la collaboration. Il y a tout d'abord la collaboration officielle et obligatoire, c'est-à-dire celle des autorités municipales. Depuis la mort d'Auguste Marin le 8 juin 1941, le maire est Johannes Stedt, qui est ingénieur des arts et métiers industriels et qui est un conseiller municipal élu en 1935. Il est certainement proche des idées de Vichy, comme en témoigne la relation de son voyage à Vichy en janvier 1944. Dans la séance de commission plénière du samedi 9 janvier 1944, il rapporte le voyage qu'il a fait à Vichy en compagnie de 52 maires du département de la Seine le 21 janvier pour présenter leurs vœux au maréchal. Il a été reçu à déjeuner par Laval le 22 janvier et à 4 heures, il a été reçu par le maréchal qui, je cite, « est en parfaite santé et jouit de sa pleine liberté d'action. Tous les maires de la Seine se rangèrent en cercle et il nous interrogea individuellement. Chaque fois qu'il avait connu la ville, il citait une anecdote de sa carrière, remontant souvent à plus de 30 ans en arrière. Les maires lui offrirent un bateau en bronze, rappelant les armes de la ville de Paris. Le maréchal a semblé très touché et nous a remerciés. Il nous a dit qu'il comptait sur nous pour le seconder dans sa lourde tâche. » Donc, Johannes Stedt tente cependant à sa mort de gérer au mieux la vie quotidienne et en août 1944, il intervient à plusieurs reprises auprès des autorités allemandes pour faire relâcher des prisonniers. De la même façon, la police peut être requise et doit alors obéir aux ordres reçus. À Saint-Maur, le commissaire de police en 1944 n'oppose aucune mauvaise volonté aux exigences allemandes. On le soupçonne même de tenir à jour une liste de tous les résistants.
Et si une partie des gardiens de la paix rejoignent la résistance en août 1944 et plusieurs meurent même dans les combats à Paris ou sont fusillés à Vincennes par des Allemands, quelques-uns ont cependant eu quelques difficultés à la libération. À sa mort, 4 gardiens de la paix, 4 agents de police, ont été fusillés par les Allemands en août 1944. Ils ont bénéficié de funérailles officielles. Vous avez leur nom qui apparaît sur les écrans et 2 photos tirées des photographies officielles. Vous avez ici la place de la mairie vue depuis l'hôtel de ville et vous avez les 4 cercueils qui sont alignés devant les portes de l'hôtel de ville. Mais en collaboration officielle, il n'y a pas que les autorités, qu'elles soient politiques ou de police, il y a également les entreprises de la commune qui sont aussi obligées de collaborer, surtout si elles fabriquent des produits indispensables à l'occupant. On peut citer bien évidemment les usines Gourdou ou du Tourlot, par exemple, qui travaillent donc essentiellement durant la guerre pour l'Allemagne. D'autres entreprises, plus petites, travaillent pour les troupes d'occupation. Et enfin, on ne peut pas oublier les commerçants qui n'hésitent pas à s'entendre avec les autorités allemandes pour se livrer évidemment au marché noir. On peut collaborer de différentes façons. On peut collaborer quand on renseigne l'ennemi ou que l'on dénonce son voisin, surtout si celui-ci est juif et que l'on touche alors une récompense. Enfin, il y a les agents doubles qui s'infiltrent dans les mouvements de résistance pour mieux les dénoncer ensuite. Le bon exemple à la Varenne est bien sûr l'abbé Robert Allèche, d'origine luxembourgeoise et qui est vicaire à Saint-Hilaire et également aumônier à Fresnes. Il est à l'époque très populaire auprès de ses ouailles et en même temps, il se vend à l'Abwehr, le service de renseignement allemand. Il pousse des jeunes à la résistance pour mieux les dénoncer ensuite. Il profite du secret de la confession des prisonniers résistants pour faire arrêter d'autres résistants. Il surveille les paroissiens et mène une double vie à Paris. L'abbé Morel, le curé de la paroisse, s'en méfie, mais évidemment, il ne peut s'en débarrasser. Le relevé des plaintes déposées après la libération ou les arrestations qui ont eu lieu après la libération de la ville montrent que le Rassemblement national populaire de Marcel Déat a connu un véritable succès à sa mort et que la milice comptait au moins 18 membres actifs. On apprend également, avec ce relevé des plaintes, que le Petit Ritz, qui était situé 68 avenue du 11 novembre à la Varenne, était le lieu où se retrouvaient facilement collaborateurs et Allemands. Enfin, on apprend que le chalet de Champignol permettait aux différentes péripatéticiennes locales d'exercer leur métier auprès des soldats allemands. Ces collaborateurs ont donc existé à Saint-Maur sans que l'on puisse donner un chiffre. Les Allemands ont donc profité de l'attitude de quelques-uns et ont mené jusqu'au bout une politique raciste visant en particulier à exterminer toute la population juive. En effet, si la vie est difficile pour tout le monde durant l'occupation, ou presque, elle est encore plus difficile pour les Saint-Mauriens de confession juive. En octobre 1940, les Juifs de Saint-Maur se soumettent à la décision de recensement du gouvernement de Vichy et se font enregistrer. Ils sont 472. Sachant que ce chiffre ne prend pas en compte les enfants orphelins qui habitent au 30 rue Saint-Hilaire, ni les petits pensionnaires du 57 de la rue Georges Clémenceau. Ces derniers sont des enfants placés à la Varenne au bon air de la campagne par leurs parents qui habitent Paris. Grâce au train de la Bastille, ceux-ci peuvent facilement venir les voir. Enfin, on peut ajouter dans les enfants qui ne sont pas recensés ceux qui sont hébergés au 15 avenue de Chanzy, puisque cette résidence sert de refuge clandestin pour quelques enfants. Toutes ces familles sont soumises aux restrictions du gouvernement de Vichy ou des autorités d'occupation qui peu à peu les accablent. Les 16 et 17 juillet 1942, des rafles ont lieu dans les familles juives de Saint-Maur, comme à Paris. Au total, 45 personnes sont déportées de Saint-Maur sans aucun retour, mais il est à noter qu'en 1942, les enfants ne sont pas arrêtés. Pour les rescapés, la vie devient impossible. Il faut se cacher sans cesse et se méfier d'une éventuelle dénonciation. Mais dans le même temps, il faut évidemment compter sur ses voisins pour être caché et survivre. De nouvelles arrestations ont lieu à Saint-Maur, suite à des dénonciations parfois, mais le plus souvent suite à un contrôle inopiné ou à une rafle décidée à Paris. Il arrive parfois que la police française contrôle tous les voyageurs du train qui descendent à la gare du Parc, par exemple, en présence des autorités allemandes. Craignant une arrestation pour les enfants, différentes associations ou l'abbé Morel tentent de les faire héberger sous un faux nom ou de les faire passer en Suisse. Cependant, en juillet 1944, il y a toujours des enfants à la Varenne. Aloïs Brunner, chef du camp de Drancy, décide d'une dernière rafle.
Dans la nuit du 21 au 22 juillet, les enfants de la pension Zisman, rue Clémenceau, celle que vous voyez ici, et de l'orphelinat de la rue Saint-Hilaire, actuelle Centre-Hilaire, sont arrêtés, mis dans des cars, transférés à Drancy, afin d'être déportés à Auschwitz, où ils sont tués. Ils étaient 28. Les plus jeunes n'ont pas 4 ans, et les plus âgés à peine 10 ans. 3 adultes ont été aussi arrêtés et ont connu le même sort. Réalisée à l'aurore par des soldats allemands, cette rafle d'une brutalité inouïe qui a réveillé les habitants du quartier est ignorée par beaucoup. Dans les archives de la résistance de la ville, il n'y a aucune trace de cette rafle, comme d'ailleurs il n'y a aucune trace des rafles des Juifs dans les délibérations du Comité parisien de libération. En effet, les mouvements de résistance ont d'autres préoccupations, s'unir et organiser le futur, alors même que les conditions de vie continuent de se dégrader. Nous n'avons pas trouvé de traces d'enquête d'opinion des habitants de Saint-Maur en juillet 1944. Toutefois, on peut penser que si la préfecture de police de Paris envoie à Saint-Maur pour le 14 juillet 1944 une brigade de police supplémentaire de surveillance, c'est à la suite d'un rapport sur l'état de l'opinion. En effet, Darnan, secrétaire d'État à l'Intérieur, a interdit toute manifestation pour ce jour, qui reste cependant férié. En effet, les mouvements de résistance appellent à manifester ce jour-là. Darnan craint à juste titre des défilés provocateurs, d'autant que les conditions de vie ne cessent de s'aggraver. Mais le 14 juillet 1944, la ville de Saint-Maur est restée parfaitement calme, car la population tente surtout de survivre. Depuis 4 ans, les pénuries se généralisent. En 1944, elles concernent tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Les cartes de ravitaillement sont surtout des cartes de rationnement. Se nourrir en 1944 est quelque chose qui est absolument essentiel. On fait la queue. Même avec les tickets, on n'est absolument pas certain d'obtenir quelque chose, surtout que les prix ne cessent d'augmenter. Mais une fois qu'on a de la nourriture, la faire cuire est soumise aux aléas du gaz ou au ravitaillement en charbon ou en bois. On ne compte plus les coupures de gaz et d'électricité. Il devient difficile même de trouver du bois. On s'habille comme on peut, sauf pour quelques privilégiés, évidemment, qui ont obtenu une autorisation spéciale d'avoir une voiture, en particulier les médecins. Autrement, les déplacements se font à pied ou à bicyclette, qui ont toute une plaque et pour lesquels il faut payer une taxe. Les vols sont évidemment très fréquents et il est bien évidemment interdit de circuler après le couvre-feu, sauf si l'on a obtenu un laissez-passer, autrement dit un Ausweis. Pour la plupart des familles, la vie quotidienne est donc très difficile. Et elle est encore plus difficile pour les familles dont le père est décédé ou fait prisonnier en Allemagne. La ville déplore 35 morts et disparus dans les combats de mai-juin 1940 et 1891 prisonniers en juin 1940. En mars 1944, ils sont toujours 1390, seuls 501 ont pu rentrer. Enfin, depuis le 16 février 1943 et l'instauration du service du travail obligatoire en Allemagne, il faut trouver le moyen de ne pas être contraint de partir, puis faire attention à ne pas être pris dans une rafle. Nombreux sont donc les Saint-Mauriens qui ont donc dû partir, quitter la commune pour plus de sécurité. Dernier élément constant pour tout le monde, les alertes au bombardement. Il y a 55 alertes entre janvier et début août 1944. Au début de l'alerte, il faut évidemment se précipiter dans les abris les plus proches, qui ont tous été recensés avant-guerre. Comme il n'y a pas de cave sur les bords de Marne et donc pas d'abri autre que des tranchées creusées dans le jardin ou à proximité des écoles, voire parfois dans certains quartiers, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Le 17 mars, par exemple, 1944, la chute d'un réservoir d'avion provoque 3 morts et plusieurs blessés près de l'école d'Adanville. Le 10 avril, c'est-à-dire le lundi de Pâques, vers minuit, le quartier de Lapie est touché. Les habitants sont pris dans leur premier sommeil. Il y a 11 morts à Saint-Maur et plus de 40 à Créteil. Vous avez ici le quai de Lapie et la rue Cousin. Et ici, l'avenue Henri-Martin. En août, alors que les armées américaines et la division Leclerc se rapprochent de Paris, la tension devient plus forte encore, d'autant que de nombreux services disparaissent. Alors, on a la chance de posséder le journal d'Henri Gagarde, que ce monsieur a tenu du 19 août au 24 octobre 1944. Cette personne habitait la Varenne et travaillait à Gare Liquide, et cela permet d'avoir
une vision vraiment locale et très pertinente de ce qui a été vécu par les habitants. Et on constate l'importance des rumeurs et des fausses nouvelles durant toute cette période et durant toutes les journées d'août où les informations fiables disparaissent totalement. Ainsi, depuis le 12 août, on apprend qu'il n'y a plus de métro ni de train, même pour la banlieue. De même, il n'y a plus de police ni de garde mobile. Les journaux ont cessé de paraître depuis le 17 août et la Poste n'accepte plus de courrier. Elle a même cessé d'en distribuer. Le gaz est fermé depuis le 18 et l'électricité apparaît une demi-heure en général à un instant imprévisible de la nuit. Mais fort heureusement, la population reste calme malgré tout. Le ravitaillement, je vous l'ai dit, est la préoccupation essentielle des familles. Et ainsi, on apprend dans ce journal que le 18 août, la queue a duré de 6h15 à 10h30 pour obtenir la ration de la journée. Le 21 août, les Saint-Mauriens ont la surprise d'avoir des rations de pain blanc, car la municipalité de Joannestedt a fait saisir à l'usine Buitoni un stock de farine qui devait servir à fabriquer des pâtes alimentaires. Pour cela, pour obtenir ce pain, la queue était de 2 heures. En août 1944, les journées sont très chaudes, et quelques orages apportent un peu de fraîcheur. On entend depuis le 16 août, jour et nuit, le bruit des explosions, parfois si fortes que les vitres en tremblent. Le 18, près de Saint-Maur, les Alliés ont bombardé des wagons d'essence qui étaient depuis 48 heures sur une voie de garage. Cela a été rapide, sonore et d'autant plus impressionnant qu'on n'avait pas donné d'alerte. Des éclats sont tombés sur la ville. Le 19 août, le couvre-feu est porté à 9 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Devant une telle accélération du cours des choses, devant aussi la fébrilité des occupants, l'union des mouvements de résistance devient absolument indispensable. À Saint-Maur, la résistance a débuté dès le mois de juillet 1940 autour de Germaine Tillon, ethnologue, et de sa mère, Émilie. C'est tout à fait exceptionnel. Le 13 août 1942, Germaine Tillon est arrêtée, victime de la baie à Lèche. Le réseau du musée de l'homme qu'elle animait est en partie décimé. Un grand nombre de ses membres sont fusillés après avoir été torturés. Ces arrestations n'arrêtent cependant pas la résistance. D'autres groupes se forment, de taille variable, de 7 à 8 membres jusqu'à 300. Ils résultent du hasard, du voisinage, mais aussi de regroupements de personnes partageant le même idéal politique, qu'ils soient gaullistes, démocrates chrétiens, protestants, socialistes et communistes, ou encore ouvriers travaillant dans la même entreprise, comme chez Gourdou par exemple. Ils multiplient les précautions pour ne pas se faire prendre. Usage de pseudonymes, correspondance par boîte aux lettres anonyme dans des lieux sécurisés d'où les lettres sont redistribuées, le plus souvent par des femmes volontaires, mais aussi cloisonnement interne important et absolument aucune communication des adresses réelles. En plus de ces mouvements proprement saint-mauriens, nous pouvons ajouter tous ceux qui militent dans des mouvements des autres communes, et en particulier à Champigny ou à Créteil, comme les francs-tireurs et partisans, la main-d'œuvre immigrée, la résistance juive, l'obédience communiste ou encore le mouvement Turma-Vengeance, et ainsi de suite. Antoine Chiclin, qui est l'archiviste bibliothécaire et conservateur du musée de Saint-Maur depuis 1938, fait partie du réseau du musée de l'homme. Et il échappe aux arrestations et il devient le chef du groupe paramilitaire de Saint-Maur, qui regroupe de 30 à 50 hommes entraînés au maniement des armes dans la bibliothèque de la ville. Après l'arrestation de Germaine Tillon, Antoine Chiclin maintient son groupe armé, il prend le pseudonyme de Kléber et se rapproche du réseau Valmy qui a été créé dès 1940 à Paris. Depuis la bibliothèque de Saint-Maur, il organise des cours d'instruction militaire, cache des armes, fournit des renseignements et distribue des tracts. En 1942, il loue une maison forestière au Bois Notre-Dame qui accueille les réfractaires au STO, mais également des aviateurs ou des résistants blessés. Parallèlement au groupe Kléber, d'autres mouvements naissent à Saint-Maur. Le groupe Montabor, autour de Pierre Monville, qui est professeur de physique-chimie à l'école primaire supérieure d'Arsonval. Dès 1940, depuis son bureau à Darsonval, Pierre Monville organise des réunions secrètes, missionne un de ses anciens élèves, Jean Devos, pour recruter des anciens sûrs. En 1941, ce réseau prend le nom de Montabor avec Jean Coudray, Gabriel Larue, Guy Massoutre et Michel Legendre, qui est le fils du proviseur et qui est particulièrement actif. Spécialisé dans le renseignement et la distribution de tracts, Monville prend contact avec le réseau Alliance puis Manipule. Il a aussi des contacts avec l'armée secrète et l'organisation, ceux de la résistance, dont les orientations politiques sont très différentes.
C'est ainsi qu'en 1943, le colonel Numa de l'armée secrète charge le commandant Monville d'organiser la défense du secteur de Saint-Maur en rassemblant des gradés en nombre en vue d'encadrer les francs-tireurs. Il prend le pseudo de Renaud d'Auvergne et constitue un second groupe de résistants. En 1942, Antoine Chiclin reprend l'activité de Pierre Monville et décide avec lui de regrouper les différents mouvements de la ville. À partir de l'automne 1943, se constitue donc peu à peu le bataillon Hoche, regroupant les volontaires de Saint-Maur. Ce bataillon est formé de l'union de 13 groupes différents. Cette union est cependant très incomplète, d'où l'appel le 16 juillet 1944 de Monville, qui signe un tract sous son pseudonyme Renaud d'Auvergne. L'insurrection nationale se développe sur le territoire où les FFI administrent déjà certaines localités et arrondissements. L'heure est venue d'entrer en action. Camarades, tous debout à toute heure pour aider nos alliés qui vont arriver et nos camarades d'Afrique qui vont débarquer et chasser l'ennemi. Le bataillon Hoche se renforce de nouveaux groupes, comme le réseau Manipule, ou le groupe de l'Or Moncade Dunkerque, formé par Madame Moncade en 1940. En 1943, plusieurs arrestations avaient été constituées, mais le groupe présente néanmoins plusieurs centaines d'hommes et de femmes. Le bataillon Hoche compte donc 700 combattants, dont 44 officiers, mais l'union reste incomplète, ce qui explique la dispersion des interventions lors des opérations militaires du 1er au 31 août. Et cela explique aussi une documentation très incomplète des différentes activités des groupes. Certains groupes ont laissé des archives et d'autres absolument aucune. Ce qui va être un petit peu plus compliqué pour la suite. Par contre, se constitue une union politique de presque tous les mouvements. Cette union politique a été initiée en octobre 1943 à Paris lors de la création du Comité parisien de libération. Ce comité est dominé par des représentants des mouvements communistes et la CGT qui veut préparer, encadrer et soutenir l'insurrection indispensable à la libération de Paris et préparer aussi l'administration de la France après la libération et en particulier organiser des élections. Les 11 et 13 avril 1944, ce comité parisien invite toutes les communes de la Seine à créer des comités locaux de libération qui remplaceront les municipalités en place. Le moment venu. Le comité parisien est très étonné et déçu de l'absence totale de réaction de la population parisienne le 6 et 7 juin et constate que l'insurrection ne se décrète pas. À Saint-Maur, il ne se passe rien le jour du débarquement, même si quelques témoignages indiquent que très vite, toute la ville est bien sûr au courant. En attendant le moment propice, le comité parisien se concentre donc sur l'organisation politique du département de la Seine et de ses communes. Les 10 et 13 août se crée à Saint-Maur le comité local de libération qui met sur pied une commission municipale de libération dont la composition est décidée par les délégués présents. Chaque groupe présent le 10 août a sa place dans le futur conseil. Je vous ai mis ici un petit tableau qui vous récapitule les 10 groupes. C'est plus simple que de vous les énoncer à l'oral. On remarque que les partis de gauche sont fortement représentés et que certains mouvements sont totalement absents, comme par exemple le groupe Mao de la police de Saint-Maur. Une note intitulée « Organisation des municipalités » a été distribuée aux membres du comité local de libération de Saint-Maur. On ignore son origine, peut-être une organisation nationale de résistance. Ce texte ignore totalement les directives du Conseil national de la résistance qui a décidé de la composition des futurs conseils municipaux autour de 3 éléments. Poids des communistes, des résistants et des anciens élus chassés par Vichy. Il s'agit surtout de s'organiser avant que le projet Amgot des Américains de mise sous tutelle du pays soit mis en place. Il ignore donc l'ordonnance d'Alger du 21 avril 1941 relative à l'organisation des pouvoirs publics après la libération du territoire, ordonnance largement diffusée dès juillet 1944. Peut-être que le maintien de l'ancienne municipalité à Bayeux par le gouvernement provisoire de la République française et la réunion organisée par Pierre Laval à Paris le 11 août 1944 avec 87 maires de France pour envisager le passage direct de l'autorité des anciennes municipalités aux autorités américaines ne sont pas étrangères à la décision du comité local de libération. Mais aucun texte ne le dit. On ignore également si Johannes Tête a participé à cette réunion du 11 août en présence de Pierre Laval. Si des personnalités extérieures doivent être recrutées, le futur conseil municipal doit faire abstraction de toute tendance politique. Les tâches sont réparties à l'avance, comme dans un conseil municipal normal. Le futur maire est donc déjà désigné. Il s'agit de Jean Le Troquer,
frère d'André, le ministre socialiste du gouvernement provisoire. Une nouvelle réunion a lieu le 16 août chez Jean Le Troquer, au 6 de la rue Vassal, en présence du capitaine Garmitte, du commandant du secteur Est et du capitaine Richard. Donc, vous avez plein d'autres personnes qui sont prévues et qui sont présentes, et cela permet de déterminer les différentes commissions. Secours national, ravitaillement, épuration, défense passive, anciens combattants, mutilés et prisonniers de guerre, matériel communal, personnel, eau, hygiène. Les discussions ont sûrement été vives, puisqu'il a fallu 3 réunions avant la libération de la ville pour se mettre d'accord. Et on constate d'ailleurs que ces tensions perdurent après la libération, puisque le 1er septembre 1944, Jean Le Troquer prononce un discours au stade Dollfus, c'est-à-dire le stade qui était à l'emplacement de l'actuel centre Brossolette, en présence de Noharo, représentant du Parti socialiste au comité de libération. On sait que ce discours n'a absolument pas plu à Pierre Monville, qui réclame par lettre une entrevue de toute urgence avec Le Troquer. Mais malheureusement, il n'indique pas dans sa lettre la raison de son mécontentement. De plus, lors d'une réunion du comité local de libération, on voit très nettement les oppositions entre les communistes, qui ont 3 voix, et le reste du comité, Le Troquer étant à part. Mais revenons à la mi-août. Il reste à décider quand doivent commencer les opérations de libération de la ville. Ces opérations ne peuvent commencer que si Paris lance le mouvement. Le 10 août, les cheminots de la région se mettent en grève. C'est le point de départ de grèves multiples, dont celle de la police. C'est sur ces mouvements de grève que s'appuie le comité de libération de Paris pour lancer le mot d'ordre d'insurrection. Le 19 août commence la libération de Paris, avec bientôt l'arrivée des troupes de Leclerc. Nous n'avons pas trouvé de documents pour savoir quelle décision a été prise à Saint-Maur. Une chose est certaine, des groupes de résistants plus ou moins autonomes et plus ou moins obéissants aux ordres prennent des initiatives et risquent de déborder le comité local de libération. Dans les journées décisives qui ont permis la libération de la ville, il y a une action politique essentielle qui est la prise de la mairie. L'occupation de la mairie, qui est le symbole du pouvoir et de la présence allemande au cœur même de la cité, commence le 18 août en dehors du comité local de libération. Le 18 août, à 17h, le groupe du chemin de fer du bataillon Hoche, c'est-à-dire d'IFFI, pénètre à la mairie avec 3 drapeaux tricolores qui sont fixés sur le campanile et sur le balcon de la salle des mariages. Le secrétaire général de la mairie, Caron, est rendu responsable sur sa tête des drapeaux et de leur maintien en place. Le lendemain, le maire, Johann Estet, fait appeler à 9h 4X, qui est employé à la Perception, avenue Floquet, c'est l'actuelle avenue de Lattre de Tassigny, et, en sa présence, fait ajouter 2 écussons de drapeaux sur le balcon. À 11h, survient un groupe de manifestants rassemblés sur la place du marché à Danville, qui arrivent en chantant la Marseillaise devant l'hôtel de ville, pendant que le comité local de libération délibère 6 rue Vassal chez Jean Le Troquer. À la même heure, le capitaine Miller du bataillon Hoche, avec le sous-lieutenant Serin et 6 jeunes volontaires des équipes nationales, se présentent au cimetière militaire et hissent 2 oriflammes tricolores sur les 2 mâts. Beaucoup de citoyens se mettent à pavoiser joyeusement et aux ateliers Comène 21 avenue Carnot, les Allemands déménagent en toute hâte. Alors quand je vous dis que les citoyens se mettent à pavoiser joyeusement, nous avons la chance d'avoir ici, à côté de moi, un drapeau qui a été réalisé pour la libération de la ville, manuellement, en août 1944, et qui nous a été fort aimablement prêté pour l'occasion. Donc je remercie beaucoup Eliane, qui a été récupéré. Donc, le dimanche 20 août, le comité local de libération décide de prendre en force la mairie le lendemain matin. Toutefois, en début d'après-midi, des motorisés allemands parcourent la cité et font enlever les drapeaux et tirent sur les passants, rue Caffin. Des SS tirent et tuent un pauvre homme, Gaston Buteau, sur le pas de sa porte, qui tenait son vélo à la main, prêt à partir en promenade. Les SS ont ensuite fouillé sa maison à la recherche des traîtres. Il y a plusieurs tués et une vingtaine de blessés. Le calme ne revient que vers 18h. Le même jour, une ultime réunion chez Richard, le commandant du secteur Est FFI, décide de l'occupation à la mairie le lendemain à 10h. Mais il n'a pas reçu de moyens effectifs de combat et se retrouve très rapidement débordé par les événements. Le même jour, Johann Estet réussit à faire libérer une dizaine d'otages. Le 21 août, à 9h45, le comité local de libération impose un changement de municipalité.
Il est clair que le comité a demandé à l'ancien maire d'être présent avec le plus de conseillers possible. Le comité local de libération souhaite en effet que la passation de pouvoir se déroule de manière légale et courtoise. Johann Estet fait un petit discours pour rappeler qu'il a fait ce qu'il a pu et montrer sa satisfaction d'être remplacé. Il ne refuse pas d'aider, si nécessaire, les nouvelles autorités, bien sûr. Ensuite, le commandant Garin fait à son tour un discours en s'adressant à, je cite, « Monsieur le maire », pour condamner l'ancienne municipalité. Il reproche surtout à Johann Estet d'avoir été vichiste et l'invite à regagner librement son domicile après avoir signé sur un papier officiel à l'entête de l'État français la passation des pouvoirs. Dès lors, les nouvelles autorités occupent la mairie. Les 10 apparaissent au balcon et le président du comité, Jean-Louis Trocker, lit la proclamation suivante. « Saint-Maurien, le Boche est en fuite. Ses collaborateurs ont été chassés de notre hôtel de ville. Tel que l'a voulu le mouvement de la résistance saint-maurienne, tel que l'ont voulu les forces françaises de l'intérieur, la commission municipale de libération va diriger notre commune jusqu'au jour où le peuple français tout entier, mûri par ses malheurs, désignera par la voie du suffrage universel ses représentants qualifiés. La commission municipale de libération vous demande de lui faire confiance. Ainsi, dans un climat de justice et de patriotisme, pourrons-nous faire œuvre utile. Vive Saint-Maur, vive nos alliés américains, anglais et russes, vive la République, vive la France. » Les couleurs alliées flottent sur l'hôtel de ville à côté du drapeau tricolore. Tout autour de la mairie, c'est la foule des grands jours. Les drapeaux sortent et on en installe partout. Drapeaux français surtout, mais également quelques anglais et américains. Une boutique fermée porte, écrit à la craie « Vendu au Boche » et des gendarmes montent la garde pour la protéger, vraisemblablement contre les pillards. La foule entonne alors une délirante marseillaise. Une allégresse enthousiaste déferle sur la cité. Ces manifestations populaires valent une approbation démocratique, un vote en quelque sorte. Saint-Maur savoure la joie indicible de respirer et de circuler librement. Enfin, les nouvelles autorités font imprimer une déclaration à la population. À 11h, des affiches invitent à pavoiser pour saluer l'arrivée imminente des armées alliées. Je rappelle, on est le 21 août. Et les drapeaux sortent de tous les côtés. Mais à 14h, la population est invitée à retirer les drapeaux. Des patrouilles allemandes arriveraient, fortement armées, et tireraient dans les fenêtres pavoisées. Dans l'après-midi, après confrontation des renseignements, on a l'impression que la patrouille était une simple patrouille pour le maintien de l'ordre, plutôt pacifique malgré son attirail menaçant. Il n'y a pas eu de coup de feu. Toujours est-il que tous les pavois, sans aucune exception, ont disparu. Bref, le 21 août, un mouvement d'enthousiasme, avant de retrouver dès le lendemain les conditions de vie particulièrement difficiles, d'autant que le danger allemand est toujours présent. Si la mairie est enfin libre, les opérations militaires qui ont commencé le 15 août se poursuivent jusqu'à la fin du mois. Et on remarque que ces opérations se déroulent en dehors de tout contrôle ou initiative du Conseil provisoire en tant que tel. Les soldats allemands qui occupent Saint-Maur dépendent directement du gouverneur militaire de Paris, Hans von Boenburg-Lensfeld, qui est en poste depuis le 1er avril 1943. Il est remplacé le 7 août 1944 par Dietrich von Choltitz. Ce dernier, qui a reçu l'ordre d'Hitler de défendre Paris, même au prix de sa destruction, doit aussi veiller à ce que la route vers l'Est reste ouverte pour permettre une retraite dans de bonnes conditions. Les Allemands ont miné le pont de Joinville, ils occupent les hauteurs du Mont-Mély, ainsi que le fort de Champigny, où ils stockent 300 tonnes d'explosifs. Ils sont également au port de Bonneuil, où l'activité était réduite à néant, mais le port dispose de vastes terrains pour permettre d'accueillir des troupes en retraite. Il est donc très important. À Saint-Maur même, les Allemands creusent une tranchée avenue de Condé et installent un poste de mitrailleuse à peu près au niveau du square Victor Bach pour mieux surveiller le pont du Petit Parc. Cependant, il est impossible de connaître l'importance des effectifs allemands dans la ville, d'autant que les troupes d'occupation organisent leur départ et on voit défiler de l'artillerie le 19 août boulevard de Champigny. René de Cailleux, quant à lui, se souvient avoir vu passer devant le lycée Marcelin-Berthelot des camions militaires chargés comme des déménageurs, peu armés, en provenance de Joinville et se dirigeant vers l'Est. En même temps que l'union des mouvements de résistance se réalisait, le bataillon Hoche perdait son agent de liaison roux, dit Coq Rouge, dénoncé par un agent double. Monville n'a donc plus de contact avec Numa de l'armée secrète. Par l'intermédiaire de Kléber, Monville est mis en relation avec l'état-major des francs-tireurs et partisans dont il prend les ordres pour les opérations militaires
Et le 1er juin 1944, les volontaires de Saint-Maur rejoignent les FFI du secteur est de Paris et du département de la Seine. Saint-Maur fait partie du secteur est des FFI du département de la Seine. La ville est dans la zone de responsabilité du 1er régiment, commandé par le lieutenant-colonel L'Hermine, dit Bourgoin. À l'intérieur de ce régiment, René Richard Cugnet commande le 3e groupe des FFI qui couvre Saint-Maur et qui comprend 4 compagnies. Le centre des FFI est situé au 12 avenue de la Grange. Nous ignorons le rôle et l'action du 1er régiment du commandant Richard Cugnet dans la libération de Saint-Maur. Ces opérations commencent dès le 1er août pour les FFI à Saint-Maur en association avec le FFI des communes voisines. Il s'agit alors de collecter des renseignements et des armes. À Saint-Maur même, les opérations militaires proprement dites commencent spontanément le 15 août par la libération audacieuse de 10 prisonniers russes utilisés pour la garde des écluses du port de Créteil, opération conduite par un certain Dudkovski, quelques camarades du bataillon Hoche, secondés par le groupe ami de Mao de la police de Saint-Maur. Un coup de main qui montre encore plus la nécessité d'organiser militairement les troupes pour une plus grande efficacité, d'autant que de nombreux volontaires adhèrent au FFI le 19 août, et qu'il faudra donc les former. Le 16 août, l'état-major FFI lance l'ordre général d'opération numéro 8, dont voici des extraits. La débâcle allemande a commencé. Devant l'imminence de la catastrophe finale dont il est menacé, l'ennemi pourra ou bien tenter un dernier effort de redressement sur le front ouest, ou bien, et cette éventualité est beaucoup plus probable, essayer de regrouper ses forces au nord et à l'est de la région parisienne, suivant un front qui pourra en gros reproduire celui de 1918. Quels que soient cependant les projets du commandement allemand, l'ennemi sera sans aucun doute amené à effectuer de vastes mouvements du sud vers le nord et de l'ouest vers l'est. Dans ces conditions, la tâche primordiale des FFI est de ralentir, de gêner, d'embouteiller, d'interdire complètement, là où c'est possible, les transports de troupes et les transmissions de l'ennemi. La région parisienne, véritable plaque tournante pour les transports et les transmissions de l'ennemi, se doit de multiplier et intensifier ses efforts pour rendre ceux-ci inutilisables. À nos moyens limités en armes et en explosifs, il faut pallier par une action multiforme de masse en y entraînant tous les patriotes avec les moyens de fortune toujours à la portée d'hommes résolus à se battre coûte que coûte. Ces opérations ne doivent pas seulement être considérées comme des actions de harcèlement et de retardement destinées à appuyer l'avance alliée dans l'Ouest. Elles constituent en même temps la première phase de la conquête du terrain par les FFI, tout au moins dans toutes les régions où la densité de l'occupation est ou deviendra assez faible pour que cet objectif puisse être envisagé. Dans ce cas, les opérations menées contre les mouvements, les transports et les transmissions de l'ennemi devront aboutir à la paralysie totale. Le 20 août, la proclamation suivante est affichée. Elle s'inspire directement d'une affiche parisienne identique. En raison des promesses faites par le commandement allemand de ne pas attaquer les édifices publics occupés par les troupes françaises, conformément aux lois de la guerre, le gouvernement provisoire de la République française et le Comité national de résistance vous demandent de suspendre le feu contre l'occupant jusqu'à l'évacuation de Paris. Ce texte était bien évidemment un faux, imaginé sans doute par les Allemands ou par des collaborateurs. Pourtant, il y a bien une trêve qui est signée le 19 au soir et qui se prolonge le 20 avant la reprise des combats le 21. Mais les SS, comme les résistants, refusent de l'appliquer. Les francs-tireurs partisans communistes sont théoriquement intégrés au FFI, mais en fait, ils agissent de manière totalement autonome. Saint-Maur appartient à la région 13 bis des francs-tireurs et partisans sous les ordres du commandant Stefanini et du capitaine De Wolf, son adjoint. La région 13 bis est intégrée dans l'interrégion commandée par le colonel Froger, comprenant Paris et les régions nord et l'est de la banlieue. Il semble donc que les différents groupes de résistance conservent leur autonomie pendant la semaine héroïque, tout en se prêtant main forte. Il n'y a pas de coordination véritable avec les groupes de résistants des communes voisines, et l'on sent à travers les rapports d'activité qu'il y a eu des tensions, en particulier avec les résistants de Sucy. Enfin, il est impossible de donner des indications chiffrées sur les effectifs des résistants. Les arrivées de dernière minute sont très importantes. Les archives municipales nous permettent seulement de reconstituer l'action du bataillon Hoche. Et si cela vous intéresse, les informations sur le bataillon Hoche ont été mises en open data sur le site internet de la ville, et en particulier toutes les fiches, et vous pourrez donc retrouver les fiches avec les adresses des gens et voir leur répartition sur la ville.
Monville et son adjoint Lecoq, chef du bataillon Hoche, organisent un véritable état-major sous la direction d'officiers. Cet état-major donne des ordres aux différents groupes du bataillon et tente de coordonner au mieux les opérations militaires sur Saint-Maur d'abord, mais aussi en liaison avec les communes voisines, non sans de grosses difficultés. On n'oublie pas que toutes ces opérations se déroulent alors même que la population de Saint-Maur n'hésite pas à sortir pour venir aux nouvelles, y compris en cas de fusillade, que les communications se font en partie par téléphone ou par messager cycliste. Le 18 août, l'action commence. On peut situer à cette date la note de service numéro 2 de Monville. Je cite « Il est nécessaire que le commandant soit renseigné sur les mouvements de troupes allemandes venant sur Saint-Maur. En conséquence, un service de guet sera organisé immédiatement aux principaux points de passage. Premier point, place Maurice Berthaud. Deuxième point, place du marché de Joinville. Troisième point, pont de Créteil. Quatrième, pont de Bonneuil. Cinquième, pont de Chenevière. Sixième, pont de Champigny. Septième, pont du Petit Parc. Ce service sera organisé par les chefs de groupe responsables qui se mettront autant que possible en relation avec un café possédant le téléphone et qui aurait la consigne de téléphoner les mouvements ennemis à Gravel 003 en demandant la bibliothèque. L'utilisation du téléphone est à faire en cas d'impossibilité par planton cycliste. La première tâche est donc de faire l'état des effectifs puis l'inventaire de l'armement. Il est absolument dérisoire. Quelques revolvers, 2 ou 3 mitrailleuses et quelques fusils. Les munitions sont en très faible quantité et ne permettent pas de faire face à un ennemi mieux armé. Il faut donc compter d'abord sur les armes prises à l'ennemi, puis sur des armes obtenues des unités américaines ou de la division Leclerc. Ainsi, le maréchal des logis Henri Caton se signale par la rapidité avec laquelle il reconstitua 2 canons prêts à tirer, avec des éléments de 4 canons pris aux Allemands le matin même, et comme chef d'une pièce d'un canon anti-char pris la veille à l'ennemi. La seconde activité des groupes de résistants est de faire des reconnaissances pour mieux localiser l'ennemi. Ces reconnaissances concernent évidemment les rues de la ville, mais aussi les environs, que ce soit Joinville, Champigny, Chenevière ou Sucy. Les FFI vont même jusqu'au bois Notre-Dame ou en forêt de Sénart dans les derniers jours du mois d'août. Et pour réaliser ces reconnaissances, les FFI procèdent à des réquisitions de véhicules ou de bicyclettes. Troisième activité, protéger les réunions clandestines ou les bâtiments essentiels comme la sous-station électrique de l'avenue de Condé. Albert Vasseur, de Maison Alfort, amputé d'un bras suite à la guerre, monte ainsi une garde vigilante autour de la station. Le central téléphonique du boulevard Rabelais est bien évidemment gardé. La quatrième activité, la plus importante, est bien sûr la lutte directe contre l'ennemi. Les échanges les plus meurtriers ont eu lieu au pont de Bonneuil, au pont de Créteil et au pont du Petit Parc. Au pont de Bonneuil, le 22 août, Marcel Bayon surveille le pont de Bonneuil armé d'un revolver. Attaqué par les soldats allemands, il tire sur eux jusqu'à épuisement de ses munitions, puis est tué d'une rafale de mitraillettes. D'autres troupes allemandes ont ensuite balayé le pont de Bonneuil et ses environs côté Saint-Maur pendant plus d'1 heure. Une rue porte désormais son nom, donc rue Marcel Bayon, près du pont de Bonneuil, en souvenir de son dévouement, de son héroïsme et de son sacrifice. Au pont de Créteil, le 23 août, une barricade double a été érigée. Pourquoi une barricade double? Il y en a une côté Créteil et une côté Saint-Maur. Il s'agit d'interdire aux Allemands de Créteil de rejoindre la nationale par Saint-Maur. Arrive une avant-garde allemande à bicyclette, 6 fusils, 6 mitraillettes. Les Allemands tirent et obligent les résistants côté Créteil à se réfugier derrière la barricade côté Saint-Maur. On reçoit l'ordre de décrocher quand arrive une voiture en renfort. Il y a un mort, le fils unique d'un chauffagiste. De même, le 25 août, des combats se déroulent au pont du Petit Parc. Depuis la rue de l'Abbaye, les Allemands interdisent l'accès au pont afin de protéger la retraite de leurs troupes sur la nationale de Champigny. Ils sont soutenus par les soldats installés à Paul-Langis. La fusillade est intense, il y a de nombreux blessés et un soldat tué. Après le 25, les combattants saint-mauriens participent à la lutte dans les communes voisines jusqu'à l'arrivée de la division Leclerc. D'autres groupes militaires, en particulier communistes, agissent dans la commune, comme le montre le rapport de police du 22 juin 1944, signalant des affiches collées 3 rue Saint-Hilaire provenant de la section du Rassemblement national populaire de La Varenne-Saint-Hilaire, annonçant que si les forces françaises de l'intérieur étaient traitées par les armées d'occupation en francs-tireurs et non en combattants, les forces allemandes seraient traitées de la même façon. Quand la police arrive pour retirer l'affiche, elle avait déjà été lacérée. L'autre exemple est ce qui se passe sur le marché de la Varenne le dimanche 20 août. Brusque arrivée d'une voiture d'où débarquent 4 jeunes gens fort corrects,
cocarde tricolore sur le vêtement et gros revolver au poing. Ils passent en revue le monde du marché, disant « Ne craignez rien, nous sommes la résistance et nous ne vous ferons pas de mal ». Malgré tout, il y a un petit moment d'émotion bien compréhensible chez quelques personnes qui courent immédiatement chercher abri dans les boutiques. Les jeunes gens cherchent évidemment quelqu'un. Ne l'ayant pas trouvé, ils repartent à toute allure dans leur voiture. Quelques moments plus tard, leur voiture repasse et l'on entend dire qu'ils ont trouvé la jeune fille cherchée. C'est l'employé du RNP, le mouvement pro-Boche de DA, qui est de la section de la Varenne, qui aurait, paraît-il, dénoncé des Français aux Allemands et qui vient de se faire rafler à son tour. Un autre incident, le même dimanche 20 août, a lieu au Square des Lacs et est rapporté dans le journal d'Henri Lagarde. Après une première fusillade près du Square, à l'intersection de l'avenue du Buisson et de l'avenue des Lacs, la fusillade reprend toute proche. Un groupe de personnes échange des balles, précisément au niveau du Square, et leur sifflement déplaît sérieusement à Henri Lagarde et ses amis. Ils courent donc dans une avenue perpendiculaire, et pendant qu'ils voient affiler à toute allure deux cyclistes du groupe, une porte s'ouvre, ce qui leur permet de se mettre à l'abri chez une personne qui leur offre momentanément l'hospitalité, alertée par le bruit de la fusillade. Durant plusieurs minutes, la fusillade reprend avec des hauts et des bas, puis finalement tout rentre dans le calme, et Henri Lagarde remercie son sauveur et retourne chez lui. Dernier incident dramatique, cette fois le 22 août. Des voitures allemandes passent boulevard de Champigny. L'une a une panne et s'arrête, ainsi qu'une autre. Les Allemands descendent et farfouillent dans leur moteur. Les FFI alertés accourent, ouvrent le feu. L'officier allemand est blessé, mais un jeune homme des FFI est tué et un autre blessé. Les Allemands achèvent leur réparation, repartent, un homme de chaque côté de la portière tuant sur quiconque, qu'il soit civil, femme, enfant ou autre, qui se trouverait dans la rue au voisinage immédiat de l'échauffourée. On peut ajouter les pseudo-interventions militaires de profiteurs du marché noir, plus ou moins collabos qui tentent de se racheter en se faisant passer pour de vrais résistants. L'un d'entre eux, avec la complicité d'autres compromis, met ainsi en scène l'arrestation de faux FFI armés et véritables soldats allemands, déguisés en civils qui se cachaient au Ritz à la Varenne. Comment croire que ces soldats d'opérette, au total 5, puis un groupe de 10, se soient laissés que ces soldats allemands, se soient laissés aussi facilement désarmer par ces soldats d'opérette, soi-disant résistants et sans aucune arme. Le 25 août, toujours, des soldats américains entrent dans Saint-Maur pour quelques heures. Eh bien, nous les avons vus, nous aussi, les Américains. Et ce qui est le plus fort, c'est qu'ils sont venus nous voir à domicile. Un de nos voisins, classier en vin, s'est révélé à leur hache membre du FFI. Il a une Citroën qui l'a remise en marche, et comme il serait gradé FFI, cela permet des liaisons rapides. Or, ce soir, vers 20h, coup de klaxon, bruit, bravo, deux voitures arrivent pilotées par des FFI bourrés de monde, et parmi eux, 2 soldats américains. Elles s'arrêtent, tout le monde descend. De notre fenêtre, on se demande ce qui arrive. Les enfants vont voir. C'étaient 2 soldats américains parmi ceux qui sont de passage dans la région et à qui les FFI voulaient souhaiter la bienvenue. Tout le monde sortait des pavillons, les embrassait, leur disait un mot aimable. L'un, un grand diable interminable blond, un visage enfantin. Ils s'embrassent, ils trinquent. Ça, c'était encore le récit du même journal. Il faut attendre la fin du mois pour que le calme revienne à Saint-Maur. Ainsi, le 25 août, des obus passent au-dessus de la Varenne pour aller s'écraser à Villiers. Le 25 août toujours, une fusillade éclate avenue de Bonneuil. Il y a des blessés, des barricades sont montées à Champigny, des combats meurtriers ont lieu autour du pont de Joinville. Les FFI de Saint-Maur font des reconnaissances en direction de Boissy-Saint-Léger. L'arrivée de la division Leclerc met enfin fin au danger. Mais dans la nuit du 26 au 27 août, un bombardement d'artillerie a fait plusieurs morts sur la Varenne. Il faut donc attendre la fin du mois d'août pour que les Allemands soient définitivement chassés de Saint-Maur et des communes environnantes. Mais, ça n'empêche, on peut toujours entendre le canon et des explosions au loin. En même temps, dès la mise en place des nouvelles autorités, il convient bien évidemment de gérer la ville. Or, gérer la ville est extrêmement difficile quand des soldats allemands continuent de circuler dans les rues, que des combats continuent dans les villes voisines, que les circuits de circulation et de distribution sont tous extrêmement perturbés. Il n'y a pas de transport, pas de poste, pas de gaz, et l'électricité est le plus souvent coupée. Les commerçants habituels n'ont pas de marchandises à vendre. Par contre, dès le 25 août, la ville reçoit à nouveau les journaux, comme l'Aube, le Figaro ou l'Humanité.
La nouvelle municipalité découvre l'ampleur de la tâche de l'ancienne équipe et les difficultés qu'elle a rencontrées pour assurer un minimum de survie aux habitants. Ceci explique en partie pourquoi elle fait distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres dès le 25 pour accuser l'ancienne équipe des difficultés rencontrées par elle à ce moment-là. En même temps, le comité local de libération recrute de nouveaux membres parmi les résistants, dont certains sont radicaux socialistes, afin de répondre à tous les besoins. Le comité local de libération réorganise l'administration municipale. Le secrétaire général reste en place. Les services municipaux refonctionnent normalement. Le capitaine Bertrand du bataillon Hoche prend en main le service de la voirie et organise la protection du service des eaux et du service électrique, et en particulier du transformateur de l'avenue de Condé. Il y a 3 priorités pour la nouvelle équipe. Tout d'abord, la mise en place d'un comité d'épuration. Il s'agit d'arrêter tous ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Les collaborateurs les plus actifs ont disparu, évidemment, comme le commissaire de police, comme plusieurs trafiquants notoires et, bien sûr, plein de miliciens. Des affiches annoncées par haut-parleurs indiquent la marche à suivre pour poursuivre les mauvais Français, en particulier les accusateurs qui devront ainsi prendre la responsabilité de leurs accusations. Ainsi, un sergent FFI du bataillon Hoche dénonce 2 collabos notoires habitant tous les 2 boulevards de Bellechasse. Au début du mois de septembre, l'ancien local du RNP de DA est pris par le Parti socialiste en plein centre de la Varenne, affiche sur sa vitrine une grande pancarte manuscrite invitant les citoyens à dénoncer les traîtres, les profiteurs, les collaborateurs. À côté, plusieurs pages pleines de noms et d'adresses est affichées, sans titre ni indication d'aucune sorte, si bien que le passant croit que c'est la liste des fameux traîtres, profiteurs, collaborateurs, etc. Et on s'écrase donc pour lire sur 5 rangs, sur 10 rangs, sur 15 rangs, les informations. Les exclamations fusent sur la dite liste. Figure le nom de différentes personnes qui n'ont jamais manifesté le moindre sentiment, probablement bien au contraire, voire même de personnes qui ont aidé des résistants. Bref, cette liste n'avait aucun rapport avec l'affiche appelant à dénoncer les collabos. Autrement, à sa mort, plusieurs femmes ont été arrêtées et, comme partout en France, tondues sur la place du marché du Vieux-Saint-Maur et certainement ailleurs. Le docteur Guérin est fusillé par les FFI pour pétainisme, alors même qu'il n'a jamais dénoncé personne et a couvert plusieurs confrères résistants. Des listes de trafiquants sont établies, des commerçants, des industriels qui ont été inquiétés, en particulier l'industriel Gourdou, qui échappe de très très peu à la mort parce qu'il avait laissé son usine ouverte, alors même qu'il était un résistant. Albert Faudry, qui a été arrêté en 1941, puis finalement relâché pour un mauvais état de santé, fait partie de la commission. Il demande à la préfecture de police d'enquêter pour savoir qui les avait dénoncés, lui et son frère, qui est toujours interné à Auschwitz. La réponse est négative. Ils ont été arrêtés parce que leur appartenance au Parti communiste était de notoriété publique. Ce qui est très curieux, c'est qu'a priori, il n'existe pas de liste consultable aujourd'hui des personnes qui ont été condamnées. Elle existe peut-être, mais elle n'est pas à la libre disposition des personnes. On sait cependant que l'abbé Allèche a été arrêté à Paris, puis jugé en 1948 et fusillé le 15 janvier 1949. Pour les autres, le mystère demeure. La seconde priorité de la nouvelle équipe en place est le maintien de l'ordre. En effet, profitant de la disparition provisoire de la police et aussi des troubles liés aux actions militaires, des individus peu recommandables n'hésitent pas à piller les maisons, comme déjà le 14 juin 1944, Charles Trenet en avait été la victime, puisque de faux policiers, sous le masque de la Gestapo, l'agressent dans sa maison. Mais pire encore, on peut citer le crime atroce de Paul Clavier, qui assassine dans d'horribles conditions Josie Riffal et son infirmière avant de jeter les corps qu'il a fait bouillir dans une décharge à Sucy et les eaux dans la Seine. On met donc en place des milices patriotiques proches du Parti communiste ou des gardes patriotiques qui viennent suppléer les forces de l'ordre officielles. Mais le maintien de l'ordre n'est pas aussi simple quand les voleurs sont des FFI qui n'hésitent pas à piller des épiceries et à s'enivrer avec les bouteilles d'alcool, ou toujours des FFI de garde au port de Bonneuil et qui, le 2 septembre, s'entraînent au tir en tirant sur les installations portuaires. Ainsi, pour le 26 août, un piquet de 20 hommes est mis à la disposition de la police pour lutter contre les pillages, en particulier des garages de l'avenue de la République et de l'avenue Léon Bocquet, c'est-à-dire les garages communs. La troisième priorité, et qui n'est pas la moindre, est le ravitaillement.
Des réquisitions, dès le 25 août, sont opérées chez les commerçants soupçonnés de marché noir ou de collaboration. Il vaut mieux ne pas avoir un nom à consonance italienne, car on est immédiatement soupçonné à l'époque. Mais ces réquisitions ne peuvent fonctionner qu'une seule fois, vu que les commerces ne sont pas ravitaillés. Une commission de ravitaillement présidée par Vlaminck est installée et fait appel immédiatement aux syndics des diverses corporations. Les boulangers, marchands de pommes de terre, bouchers, charcutiers, fruits et légumes, épiceries, vin, beurre, fromage ont de nouveau la possibilité de s'approvisionner comme bon leur semble, à condition de trouver de quoi acheter. Un conseiller va à Brie-Contrebert pour trouver du blé. Trouver des pommes de terre a été au départ très difficile, avant un petit retour à la normale. Après plusieurs réunions et diverses offres de services, la ville fait venir de la viande et organise de la répartition entre les bouchers pour une vente à 130 francs le kilo, soit plus cher que la viande qui est taxée à 80 francs du kilo, mais que personne ne trouve. Au marché gris, elle est à 370 francs le kilo, fin août, pour un salaire mensuel qui est en moyenne à l'époque de 1650 francs. C'est vous dire le prix du steak. Trouver de la viande a été difficile, trouver un cochon est absolument impossible. Pourtant, la ville a pu se procurer une bête avec laquelle furent réalisées des rillettes. Mais une seule bête. Ce sont évidemment des combines. Et ces combines du comité local de libération sont bientôt interdites. Le responsable du ravitaillement est convoqué rapidement à Paris et il est prié que sa mort s'aligne rapidement sur les décisions du comité de ravitaillement du département de la Seine. C'est donc la fin des transformations de cochons en rillettes à Saint-Maur. La situation s'améliore cependant peu à peu. Pour la cuisine, on ne dispose toujours que d'une heure de gaz, de 7h à 8h le soir, donc 19 à 20h, et le dimanche de 12h à 13h. Le reste du temps, il y a peu ou pas de pression du tout. Parfois, on arrive à allumer des flammes grosses comme des petites perles. Cela aide un peu, par exemple pour maintenir à l'ébullition en cuisson quelque chose. Mais c'est extrêmement dangereux car une extinction spontanée survient souvent. Et après, de nouvelles émissions de gaz peuvent avoir lieu. Cela a entraîné de nombreux accidents mortels dans notre commune même et les autorités ont donc prescrit de maintenir les robinets fermés en dehors de l'heure d'émission normale. Pour l'électricité, il y en a de 19h30 à 7h du matin, sauf pendant 1h15, de 20h15 à 21h45. Cette suppression est excessivement gênante car elle se produit au moment où la lumière est évidemment très utile. L'industrie n'a absolument pas d'électricité. Concernant le ravitaillement, eh bien, il n'y a pas vraiment de changement pour le pain. Ainsi, il n'y a pas d'augmentation des rations, contrairement à ce qui avait été annoncé. Sur les marchés, les légumes sont un petit peu plus abondants et on ne fait plus de queue pour des légumes pondéreux du genre courgettes, carottes, salades. Mais les légumes nutritifs, que ce soit les haricots écossais ou les haricots verts, les choux ou les choux-fleurs, sont pratiquement absents. Beaucoup de pommes, fruits, mais à des prix totalement astronomiques de 18 à 20 francs le kilo, la pomme dite pomme à couteau, mais qui est en fait une pomme à cidre. Pour les pommes de terre, les distributions sont nombreuses et abondantes, et il est relativement facile de faire des provisions et de constituer un petit stock régulateur, ce qui permet de lisser les approvisionnements. Les rations de viande, elles, n'ont pas changé. 150 grammes de viande fraîche avec os, plus 85 grammes de cornet de beef. Le lait est plutôt en augmentation, mais seuls les enfants y ont droit. Quant au beurre, il fait totalement défaut, 150 grammes pour le mois. Mais se priver est plus acceptable quand on a la liberté de pouvoir protester. En conclusion, je voudrais seulement prononcer quelques noms parmi beaucoup d'autres aujourd'hui oubliés. On a vu Marcel Bayon, qui est tué au pont de Bonneuil le 22 août, Robert Vaubourdoil, 19 ans, tué au pont de Créteil le 24 août, le même jour, de Dondi Dumas, tué rue d'Alsace, Cyril Poitevin, 22 ans, mort au pont du Petit Parc le 25, Lucien Lenac ou Georges Perret. Comme le dit Victor de la Prade, leur nom n'est pas sur quelque œuvre éphémère, nul titre étincelant ne luit sur leur tombeau, mais soldats, ils sont morts pour la France, leur mère, honneur à la vertu, le génie est moins beau. Félicitations Aurélien, vous êtes parvenu à résumer et à raconter en 1 heure un pot pas de course, une période extrêmement chargée et riche en événements
et a traité à peu près tous les sujets. Je voudrais savoir si dans les archives que vous avez consultées, on trouve des traces de la difficulté qui a dû être celle de Pierre Monville, surtout pour parvenir à faire travailler tous les mouvements de résistance ensemble. Il y a malheureusement des archives municipales qui qui traitent du mouvement de Pierre Monville sont très lacunaires, c'est-à-dire qu'Antoine Chiclin, qui était l'archiviste, n'a mis dans les archives que ce qu'il souhaitait bien vouloir y mettre. Et donc, elles sont très lacunaires, malheureusement. Donc, on peut trouver parfois des petites informations dans des dossiers qui ne sont pas liés à proprement parler, sur la libération ou sur l'occupation, des petits documents qu'il a laissés traîner à droite à gauche, mais je n'ai rien trouvé là-dessus, malheureusement. Il n'est pas étonnant que ce soit Pierre Monville qui ait réussi à regrouper tous les mouvements, parce que c'était un homme profondément bon et généreux, et déjà populaire, puisqu'il était un des piliers des Auvergnats de Saint-Maur, un homme à l'accent rocailleux et légèrement bégayant, d'après les récits de ses anciens élèves, alors que Antoine Chiclin, au contraire, était peut-être le type même du résistant de l'ombre, un Alsacien au tempérament rugueux et peu bavard, qui n'aurait pas fait sans doute un bon chef pour faire l'alliance entre tous les groupements. C'est dommage qu'on n'ait pas de texte de la part des groupements. Il y en a qui ont dû commencer par refuser de se regrouper avec les autres parce qu'ils n'avaient pas du tout la même vision de la résistance. Alors, effectivement, on le voit aussi dans les récits qui ont été faits après la Seconde Guerre mondiale et qui sont également très évasifs, voire très incomplets, en particulier celui qui a été publié dans le bulletin du Vieux-Saint-Maur et qui s'arrête très très vite et où on n'apprend pas grand-chose enfin relativement peu de choses, en tout cas pas tout ce qu'on voudrait, sur la résistance à Saint-Maur. Et qui donc explique, par défaut, on peut supposer que les résistants n'ont pas voulu afficher les tensions et dissensions qu'il y a pu y avoir pour la libération de la commune, parce qu'il fallait garder une image beaucoup plus positive de cette semaine héroïque. Des questions ? Oui, de l'homologation. Excusez-moi, plutôt dans le micro. Donc, le bataillon Hoche a-t-il été... Liquidateur se chargeant des droits des résistants. Le bataillon Hoche a-t-il été homologué et liquidé ? Là, je ne saurais pas vous répondre. Oui, il a été homologué, mais liquidé, etc. Liquider, oui, un liquidateur de mouvement de résistance, c'est quelqu'un qui est chargé de liquider. Oui, bien sûr, il a été liquidé. Qui a droit aux cartes de résistants, à tous les droits afférents. Oui, ça a été le cas. Il a été homologué, liquidé, et les membres ont bénéficié et avec vérification de tout leur pédigré, etc. Donc oui, ça a été fait. Non, mais je vous dis ça parce que je suis tombé sur une correspondance de Hubert Cloy à Vincennes, au service historique de la Défense, où apparemment il y avait des difficultés concernant l'homologation du bataillon Hoche. Voilà. Là, je ne saurais pas vous répondre davantage, malheureusement. C'est à Vincennes. Oui, non mais... D'autres questions ? Bonsoir à vous, Monsieur Prévost, merci pour cette conférence. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de justement les tensions qu'il y a eu avec les résistants de Sucy ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est à peine évoqué. Là, je ne pourrais pas en dire plus. Ça apparaît dans... Comment dire ? Il n'y a pas de faits précis, malheureusement, qui permettent de le dire, mais on sent qu'il n'y a pas une bonne entente et qu'il y a des critiques sur les résistants de Sucy, mais c'est un adjectif qui les qualifie, je ne les ai plus en tête, mais qui montre que manifestement les résistants de Saint-Maur n'apprécient guère leurs voisins. Mais c'est plus sur les adjectifs. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc... Il faudra qu'on questionne Michel Ballard.
Voilà, lui doit en savoir peut-être plus si les résistants de Sucy ont été un petit peu plus bavards et si eux-mêmes n'aimaient pas les résistants de Saint-Maur. Donc là, il faudra effectivement voir avec Michel Ballard. Bonsoir. Par où est arrivée la division Leclerc? Alors là, vous me posez une colle. A priori par Joinville, mais je ne saurais vous répondre, je suis désolé. Oui, parce que j'ai dit. Pas de questions? Allez, un petit récit, là. Vous avez bien tous vous avez tous des choses à raconter, là. C'est plutôt une question. Et il me semble que pendant la guerre, il y a un curé de la Varenne quand même qui avait essayé de sauver pas mal d'enfants. Je ne sais pas si c'est Morel ou un nom comme ça. C'est l'abbé Morel donc, que j'évoquais, qui a fait un travail assez extraordinaire et qui a œuvré beaucoup. Et ce qui est intéressant et ce qu'on oublie, c'est que à l'époque, durant l'occupation, l'abbé Morel était très bourru et était, je ne dirais pas peu apprécié de ses ouailles, mais l'abbé Allèche, qui était beaucoup plus jeune, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus ouvert, était beaucoup plus apprécié. Et les gens se confiaient plus facilement à l'abbé Allèche qu'à l'abbé Morel, qui était renfermé, grognon, et ainsi de suite. Et des deux, c'est l'abbé Allèche qui était le collabo et le dénonciateur, et celui qui a œuvré dans l'ombre, avec en plus dans sa propre paroisse et sous ses ordres son propre vicaire, et je pense que l'abbé Morel savait très bien que l'abbé Allèche était quelqu'un de peu recommandable, l'abbé Morel a réussi à sauver des dizaines d'enfants, alors même qu'il était prêtre et qu'il était difficile pour lui de les cacher dans son presbytère. Ça aurait été un petit peu visible. Et donc, il a réussi à trouver des points de chute, soit dans des familles lavarennoises, soit auprès de personnes qu'il connaissait, et à les envoyer en province. Et vous avez eu le récit et un petit livre qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, sur une cuisinière de la Varenne, bonne catholique, qui a réussi qui a emmené en Normandie je crois quasiment une dizaine d'enfants dans sa famille, qu'elle a présenté comme des cousins ou je ne sais plus, ou ses neveux, alors même que la maison familiale était à 2 pas de l'antenne DSS locale qui était dans le château. Et donc elle a caché pendant plusieurs mois en 1944 beaucoup d'enfants juifs au nez et à la barbe des Allemands, je veux dire juste devant eux. Hein. Les Allemands passaient devant eux chaque fois qu'ils allaient, enfin chaque fois qu'ils rentraient. Donc grâce à l'abbé Morel qui lui avait demandé de le faire. Donc l'abbé Morel a été voir des personnes de confiance qui ont accepté de prendre d'énormes risques, mais on a également des récits, mais ça c'était indiqué dans un ouvrage remarquable qui a été publié il y a maintenant de nombreuses années sur les orphelins de la Varenne. Vous avez aussi des membres de la communauté catholique de la Varenne qui n'ont pas hésité à aller rechercher des enfants qui avaient été raflés et qui étaient prisonniers à Bordeaux. Et donc qui ont pris a priori le train, vu les périodes de restriction, mais qui ont pris le train pour aller libérer un enfant et le récupérer. Ils n'ont malheureusement pas réussi à libérer sa mère, qui est morte en camp d'extermination, mais ils sont revenus avec le gamin et qu'ils ont caché ainsi que son père. Donc, qui était leur voisin. Donc on a tous ces réseaux, et effectivement, de solidarité. L'abbé Morel est quelqu'un d'absolument exceptionnel, et d'ailleurs une plaque est à son nom sur l'église Saint-Hilaire, et ce n'est que justice. Et une rue, d'ailleurs, portera aussi son nom dans l'écoquartier le Jardin des Facultés. Et c'est normal que la ville lui rende hommage, mais on peut aussi rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré, soit au sein d'un réseau, soit individuellement, et qui ont été reconnus juste par Mégénation. Pour différentes raisons, l'abbé Morel ne peut pas l'être, malheureusement, mais dans le jardin d'hiver de la mairie, donc quand vous redescendrez, vous verrez, il y a une plaque en mémoire des justes par Mégénation saint-mauriens ou qui ont œuvré à sa mort, qui en cachant un enfant juif, qui en cachant une famille, qui en permettant son déplacement et sa mise en sécurité.
comme vous avez d'ailleurs aussi une plaque à la mémoire des orphelins et des adultes de la Varenne qui sont morts en déportation. Exactement, merci. Oui. Voilà. Très justement intitulé « Courage et vérité ». Merci. Et cette dame a reçu, à titre posthume, malheureusement, la médaille des Justes pour une action dont elle ne s'était jamais vantée. Ses enfants ont découvert tout ça en ouvrant une boîte à chaussures après sa mort, et avec toutes les lettres, les documents, etc. Donc c'est une très grande dame, effectivement. Mais ce que vous dites sur le fait que la famille l'a découvert après sa mort est quelque chose qui revient souvent. Beaucoup de gens qui ont œuvré dans l'ombre pendant la guerre, soit pour cacher des personnes, soit pour faire de la résistance, n'en ont souvent jamais parlé ou l'ont très peu évoqué et estimé que c'était normal et donc que ça n'avait aucun intérêt d'en parler. Et d'une très grande modestie. Donc merci d'avoir retrouvé son nom, il ne me revenait pas. Merci. D'autres questions? Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un très bel été. Et en avant-première, puisque la brochure culturelle de la 2024-2025 de la ville de Saint-Maur est encore à la mise en page, je vous annonce que les Mardis de l'Histoire reviennent la saison prochaine pour 5 rendez-vous exceptionnels que vous découvrirez fin août dans votre boîte aux lettres. D'ici là, passez un très beau mois de juin et un excellent été. Jeux olympiques ou pas. Si vous êtes fan de sport, mais c'est un bel été. Dernier point, le 22 juin, et là c'est pour les fans de sport, en l'honneur des Jeux Olympiques, vous avez une magnifique exposition, ou plutôt 5 expositions à la Villa Médicis, qui vont être présentées et organisées, dont une absolument remarquable, elles sont toutes remarquables, mais une remarquable pour l'amateur d'histoire locale, puisque vous avez un étage entier qui va être consacré au sport à Saint-Maur, des origines à nos jours, avec les installations sportives, les différents mouvements, et bien évidemment nos grands sportifs, puisque Saint-Maur a eu la chance d'envoyer un très grand nombre d'athlètes aux Jeux Olympiques depuis la création des Jeux Olympiques modernes, et en particulier que ce soit des hommes ou des femmes. Donc je vous invite le 22 juin pour le vernissage, ou après durant tout l'été, ou au mois de mai, au mois de septembre, pour découvrir cette belle exposition, ainsi que les autres expositions de cette ville-là. Vous verrez, c'est magnifique. D'ici là, à bientôt et bonne soirée.